Bonjour à vous, ODF Note, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mémoires de l'ufologie. Les Mémoires de l'ufologie en France sont une série d'interviews qui ont commencé en décembre 2011. Pour garder trace des connaissances, du savoir, des enquêtes, des observations, des veilleurs et ufologues actuels en France. Ainsi, vous avez pu remarquer qu'il y a de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, je reçois pour une nouvelle fois Gérard Deforges, donc ufologue, qui a enquêté d'ailleurs sur une affaire très connue en France qui s'est déroulée en janvier 1998, l'affaire d'Aravilliers, dans le département du Val d'Oise. Et je le retrouve une fois de plus donc chez lui, à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il va vous faire part d'une conférence inédite qui mélange d'ailleurs l'ufologie et le paranormal. Mais je vous laisse Gérard Deforges commencer la conférence et d'ailleurs je le remercie. Bonjour, merci à Gilles Thomas de s'intéresser à mon cas. C'est gentil à lui, j'espère qu'il ne sera pas déçu, et vous non plus. Vous savez, ayant mis un point final à mes investigations, qui sont donc maintenant réunies pour un certain nombre d'entre elles, en un livre numérique de 426 pages, au format PDF, j'ai pensé utile de tenter une synthèse à partir de mes recherches. J'ai bien dit à partir de mes recherches, et je vais m'en expliquer plus avant. Une synthèse qui prolonge en fait un ressenti qui était en sourdine, diffus dans ma conscience depuis bien des années, et qui a enfin trouvé son épilogue dans une période très récente, à partir de la réflexion générée par la masse de témoignages que j'ai eu l'opportunité de recueillir, de manière aléatoire, et surtout dans des circonstances toujours surprenantes, car indépendantes de mon propre mouvement, au niveau du stade initial de ce que j'ai pu recueillir. J'ai très rapidement rédigé ce qui suit, et qui est l'expression définitive pour moi, et la justification de tout ce dont vous pourrez prendre connaissance à partir de la découverte de mes investigations. Je pourrais aussi vous parler de ce que j'ai constaté au Mexique et dans d'autres pays limitrophes comme le Guatemala ou le Honduras. Deux pays que j'ai aussi largement visités en m'intéressant particulièrement aux sites archéologiques. J'ajouterai encore cette panoplie de gris-gris, d'amulettes, de porte-bonheur, avérés ou non, mais dont certains ne se servent pas jamais, ayant expérimenté que leur défaut conduit à des difficultés dont ils se seraient certainement bien passés. J'ai eu l'opportunité inattendue d'être au contact de nombreux témoins qui ont désiré me confier leurs expériences ou témoignages sans que je les sollicite. Situation qui demeure plutôt mystérieuse, y compris à mes propres yeux. Ces investigations sont originales et inédites pour 90% d'entre elles. Les 10% restants étant constitués par des investigations partagées avec deux amis ufologues, Georges Mess et Jean-Claude Venturini, ce qui a valu à notre trio le surnom de mousquetaire de l'ufologie. Ces investigations sont consignées dans un livre numérique au format PDF, donc un livre qui a 426 pages, qui contient un peu plus de 50 dossiers. Ils ne sont pas tous là, mais je les ai un peu sélectionnés, si vous voulez. Ces dossiers occupent
un espace de 1 ou 2 pages, parfois plusieurs dizaines de pages. C'est ainsi que cela se présente. Alors que je demeurais, il y a quelques mois, nous demeurions il y a quelques mois encore en Haute-Normandie, un ensemble de circonstances se sont donc conjuguées pour que nous fassions avec mon épouse de Marseille notre résidence, je suppose, définitive avant l'éternité. Alors que dans mon village initial d'une 60aine d'âmes, celui-ci ressemblait plus à un cimetière qu'à un village, le fait de nous projeter à Marseille, une grande ville, a radicalement changé notre programmation personnelle. Cela n'a pas été très difficile, nous avions travaillé en ville dans notre vie active. Je me suis dit que mes activités ufologiques allaient cesser en arrivant dans cette immense seconde capitale, mais que je pourrais renouer plus aisément avec des passions qui m'animent depuis fort longtemps, c'est-à-dire la pétanque, évidemment, et la pêche en mer. Et donc, je suis maintenant encarté dans le club de boules du SMUC, au stade Jean Mouin, où j'ai été accueilli de manière extraordinairement agréable, sympathique, ainsi que lors de mon inscription au club de pêche en mer, de la Pointe Rouge à la PIPR. Je me disais que les investigations et autres activités dans le domaine de l'ufologie, surtout à mon âge, c'était très certainement terminé. Il fallait tourner la page. Ma présence devant ta caméra est une preuve du contraire, en fait, car beaucoup de choses se poursuivent pour moi dans ce domaine. J'ai donc eu l'intuition que je devais effectuer maintenant une présentation qui allait beaucoup plus loin que tout ce que j'ai pu exprimer dans des conférences précédentes ou par écrit. L'écriture, par exemple, donc, qui est importante aussi pour moi. Mais ce que j'ai eu sur le plan de la santé, ce que j'ai subi, et puis le fait de terminer ces investigations, je me dis, je ne peux pas en rester là. Il faut que j'en tire quelque chose qui ressemble à un enseignement, à quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ce qui va suivre. Bien au-delà des témoignages concernant la vision d'OVNI, se situe le cas des grands contactés. Moi, je ne vais pas faire des tranches comme certains en font. Pour moi, il y a 2 types de contactés. Il y a les gens qui voient des ovnis, qui subissent un certain nombre de phénomènes, mais je dirais, ils se retrouvent après comme ils étaient avant. Ces cas-là, je ne pense pas que ce sont ces cas-là qui feront progresser la connaissance, qui feront progresser la science. Ce qui est hautement intéressant, c'est le domaine des grands contactés, c'est-à-dire ceux pour qui la vie a été complètement chamboulée par ce qu'ils ont vécu. Manifestement, ils ont vécu quelque chose d'un autre ordre que ce qui est concevable dans l'ordinaire de nos vies. Ces investigations ont fait évoluer mes convictions sur ce sujet. Il suffit d'abord de se souvenir qu'aujourd'hui, la théorie des quanta a bouleversé nos certitudes sur ce qu'est la nature et sur ce qui régit l'infiniment petit. La question est posée de la réalité physique de la matière, en ses plus petites parties. Par contre, ce cheminement de la science physique de pointe a mis en évidence la réalité d'une mécanique ondulatoire à tous les niveaux. On va préciser tout ça. Nous vivons dans des champs de fréquences et de vibrations. Au niveau non seulement de tout ce que nous produisons artificiellement dans ces domaines, et aujourd'hui, avec l'article de journal que j'ai lu,
avec l'arrivée de la 5G, on n'a pas fini d'en parler, mais la nature elle-même semble être emplie de ces ondes et fréquences, qui sont en fait des éléments de notre conscience. Ceci est prouvé par maintes expériences et observations, et je n'évoquerai que celles qui me semblent parmi les plus spectaculaires. Nous commencerons par des observations très simples, que chacun d'entre nous connaît. Ce que je vais dire va parler à n'importe qui, ça c'est certain. Par exemple, lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous remarquons souvent si cette personne a un abord, une allure sympathique, si on aimerait nouer un contact ou non avec elle. C'est quelque chose qui n'est pas verbalisé. Même si ça ne se fait pas, tiens, cette personne-là, elle a quelque chose qui nous plaît bien. Par contre, il y a certains individus qu'on rencontre, j'aimerais pas faire sa connaissance à celui-là. Mais ça va bien au-delà. On passe devant une maison, oh elle est chouette cette maison. Moi je me souviens quand on a acheté notre longère en Normandie, ça a fait tilt tout de suite. J'ai dit cette maison je la veux. Je me sens bien avec. Et j'ai jamais été déçu. Et j'en avais visité d'autres. Ça ne me disait rien du tout, elle me laissait froid, complètement froid, elle ne m'intéressait pas. Mais ça, tout le monde a éprouvé ce genre de choses. Et dans bien des domaines, c'est pareil dans nos relations avec les animaux, avec les plantes, etc. Et c'est pas verbalisé tout ça. Bien, je disais, il y a une attirance entre des individus ou des rejets. Et donc, souvent, ces ressentis, on n'y trouve pas de motif particulier dans un sens ou dans un autre. Ces ressentis peuvent exister évidemment à différents niveaux de puissance. Il y a par exemple les phénomènes de transmission de pensée et de précognition aussi. Il y a aussi, et c'est ce que j'ai retenu, cette invraisemblable communication entre les chercheurs, entre des chercheurs, sur des continents, dans des espaces complètement différents les uns des autres, et qui réalisent des découvertes et inventions dans une forme de simultanéité totalement déconcertante, incompréhensible, imprévisible. Il y a pléthore d'exemples, je ne vais en prendre que quelques-uns. En 1905, à quelques mois d'intervalle, et sans s'être concerté, l'allemand Albert Einstein et le français Henri Poincaré publient tous deux des travaux qui parlent de la relativité restreinte, un concept qui allait révolutionner la physique. En 1858, bien avant, Charles Darwin avait déjà écrit 11 chapitres de son livre « De l'origine des espèces » sur la sélection naturelle. Il était fier de ce concept qu'il pensait complètement inédit. Lorsqu'il reçoit une monographie d'Alfred Russel Wallace, naturaliste en Malaisie, et à cette époque-là, il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone, c'était pas la porte à côté, qui développait à peu de choses près les mêmes idées que les siennes. Et il y a plus fort encore, parce que c'est très proche, et alors là, il y a même un prix Nobel à la clé. Grâce à un accélérateur de particules de sa conception, le professeur Burton Richter de l'université Stanford, à l'ouest des États-Unis, détecte en 1974 l'existence d'une nouvelle particule qu'il nomme Psi. Et pratiquement au même moment, sur la côte est des États-Unis, Samuel Ting découvre la même particule. Aucun des deux n'avait connaissance des travaux de l'autre. Et le prix Nobel de physique en 1976 leur fut attribué pour leur découverte conjointe. Ça a été reconnu comme tel par le prix Nobel de physique. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. J'ai relié ça à quelque chose que j'ai trouvé dans la philosophie indienne, où pour cette philosophie, tous les éléments
sont reliés entre eux à l'échelle de l'univers. Ils entrent en résonance avec nos vies et sont porteurs de sens. De nombreuses expériences et recherches actuelles confirment cette idée de la réalité de notre conscience en résonance avec les fréquences de l'univers, qui ne connaissent ni barrières, ni frontières. Et j'ai trouvé quelque chose encore qui m'a énormément étonné, que j'ai trouvé encore plus fort. Vous allez voir pourquoi. Nous éprouvons tous de la sympathie ou pas envers les représentants de l'espèce animale. Je n'insisterai pas sur la question. Et même végétale. Je connais des personnes qui se disent régénérées lorsqu'elles entourent un arbre de leurs bras, qu'elles collent même leur corps contre cet arbre. C'est comme si elles se rechargeaient leur batterie. J'ai connu ça, j'ai connu des gens comme ça. Il y a aussi cette vérité que l'on constate, que des gens ont la main verte, alors que d'autres personnes aimant aussi les plantes, et s'en occupant énormément, n'arrivent pas à les faire croître comme celles qui ont la main verte, et pour elles ça vient tout seul. Il y a un cas qui m'a vraiment sidéré, c'est le cas des acacias. Et je vais vous expliquer ça. Alors, l'acacia, c'est un arbre porteur d'épines. Et cet arbre s'adapte très bien aux pays chauds et au sol quasi désertique. Il a une grosse capacité d'adaptation. Et l'excellent chroniqueur Jean-Claude Amezen, dans son émission hebdomadaire le samedi matin sur France Inter, je ne sais pas si ça existe toujours, mais cette émission s'appelle joliment « Sur les épaules de Darwin ». Une émission extraordinaire. Il expliqua un jour ceci. Alors là, j'étais à l'écoute et je peux vous dire que c'était comme si mes oreilles étaient scotchées au poste. Je résume. Lorsque certains animaux de la savane se ne trouvent plus assez à se nourrir, les chercheurs ont observé que les acacias peuvent perdre une partie de leurs épines afin que ces animaux puissent enfin trouver quelque nourriture avec ce qui reste de verdure sur l'arbre. Mais attention, si les animaux en mangent trop, l'acacia remet ses épines de manière à sauvegarder sa propre vie. Alors moi j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'il y a là une invraisemblable connexion entre la vie animale et végétale sous une forme intelligente et régulée. Il y a d'autres expériences plus proches de nous sur les possibilités de communication avec les plantes. Cela ne peut s'expliquer que par ces ondes et fréquences, parce qu'il ne s'agit pas de verbalisation ici, hein. Les plantes et les animaux ne parlent pas, surtout parlent avec nos mots. Donc ces ondes et ces fréquences qui forment le substrat universel dont je parlais tout à l'heure, et notre conscience n'est qu'une petite partie de cet ensemble, en relation étroite avec le reste de l'univers. Et évidemment, j'en arrive naturellement avec la liaison que je réalise avec le phénomène ovnien, et particulièrement les grands contactés que j'évoquais tout à l'heure, les présumés abductés. Les derniers exemples montrent que l'intelligence est partout présente dans l'univers. Le hasard n'existe pas. Ce matin, je lisais encore un article, d'ailleurs, qui m'a fait penser à ça. Les chercheurs se sont longtemps interrogés sur les rayures des zèbres. Ils ne comprenaient pas pourquoi les zèbres avaient autant de rayures. Eh bien, ils auraient trouvé. Ces rayures les protègent des mouches qui piquent et qui sont perturbées par ces rayures, selon les scientifiques qui ont étudié la chose. Donc vous voyez, quand je dis l'intelligence est partout, on a encore un nouvel exemple, et je vous dis, c'est dans le journal de ce matin, le Parisien de ce matin. Tout est dirigé. À différents niveaux, il existe d'autres vies, d'autres entités que celles vivant et visibles sur notre planète. C'est universel. Mais il y a aussi ces fréquences invisibles, d'autres réalités, d'autres champs de fréquences, maîtrisés par des intelligences
qui nous sont étrangères et qui demeurent invisibles à nos yeux et à nos instruments et à notre conscience dans les conditions habituelles. Et on va expliquer pourquoi. Je rappelle ici une jolie comparaison du physicien américain Michio Kaku à ce sujet. Nous sommes calés sur une fréquence, comme avec un poste de radio. Il y a bien d'autres fréquences porteuses de messages, de réalités, qui nous sont étrangères. Le problème est que nous ne savons pas tourner le bon bouton pour nous ajuster sur ces fréquences. On ne sait pas. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Parfois, il y a interférence voulue ou hasardeuse entre ces fréquences. Ce sont des moments donc, où certains voient s'ouvrir une fenêtre de ciel bleu dans le ciel ennuagé et qui semble apparaître comme une porte donnant sur un ailleurs. Cela arrive parfois pour certains d'entre nous. Cet exemple, j'en ai personnellement eu dans les témoignages que j'ai recueillis. C'est aussi rapporté dans le témoignage de l'expérience américaine dans un fameux ranch de l'Utah et qui est rapporté dans ce livre « La science confrontée à l'inexpliqué », document signé par deux grands journalistes américains dont l'honnêteté intellectuelle et scripturale n'a jamais été mise en cause, George Knapp et le prénom, j'hésite, KLR. Leur bouquin, c'est vraiment quelque chose, et il y a des exemples de ce genre dans ce livre. Alors, que se passe-t-il pour ces grands contactés? Donc, il y a une interaction avec quelque chose de complètement étranger à notre expérience ordinaire. Ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, à l'extérieur, dans la voiture, dans la maison, il n'y a pas de frontière là non plus. Et le terrien, qui ne s'y attend pas, se trouve tout à coup victime de ce que nous appelons le phénomène dose. Je donne beaucoup d'explications, il y en a d'autres aussi qui le font, je ne suis pas le seul sur Terre à manipuler cette notion. Là aussi, il y a une expression conjointe de recherche, une synchronisation de données qui sont indépendantes les unes des autres et les uns des autres. On retrouve toujours ce genre de problème. Donc, moi je donne à ma manière, d'après mes investigations, des explications sur ce phénomène dose dans la présentation de mes investigations. Naturellement, donc, je ne suis pas le seul investigateur porteur de ce genre d'analyse. Il y a aussi donc simultanéité dans ce domaine par rapport aux cas examinés par différents chercheurs. Et à propos des questions liées à la simultanéité, je pense qu'il faut lire la contribution fort documentée présentée par Jacques Vallée il y a quelques années, lors d'un congrès à Bruxelles, assaisonné d'une très savoureuse anecdote personnelle qui est riche d'enseignements. L'expérienceur, pour simplifier les choses, se trouve donc tout à coup placé dans un espace, une espèce de bulle où les ressentis de l'espace-temps habituel n'existent plus, où des entités à apparence souvent inhumaine se manifestent et font subir à des humains, voire à des animaux, des investigations et des expériences d'ordre médical, pour ne pas dire plus. Les êtres humains sont victimes de ce que nous appelons un temps manquant, le plus souvent, et portent souvent des traces et stigmates après de telles expériences, et qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais ça, disons que c'est le domaine matériel, physique, mais il y a bien autre chose. La mémoire de ces personnes se trouve occultée lors de ces épisodes qui vont générer des conséquences extraordinairement importantes, significatives, chez ceux qui ont subi ce genre d'épreuve. Beaucoup semblent aptes, par des séances d'hypnose, à faire remonter un certain nombre d'informations sur ce qui leur est arrivé. D'autres refusent ces possibilités de remémoration par hypnose. Par exemple, c'était le cas de M. D dans l'affaire' Certains se souviennent de beaucoup d'éléments sans l'aide de l'hypnose.
Là aussi, il n'y a aucune généralisation n'est possible. À ces observations et événements, on peut ajouter les différentes anomalies ou propriétés inhabituelles présentes chez certains humains, les dons paranormaux avérés dans le domaine médical ou autres, capacité de mémorisation exceptionnelle, et y compris aussi ce phénomène qu'on nomme du terme générique d'inspiration chez certains artistes ou scientifiques, j'en connais, qui n'arrivent pas eux-mêmes à expliquer le niveau de leur capacité et les résultats qu'ils obtiennent dans leur pratique pourtant favorite. Je mentionnerai aussi le cas très troublant de personnes qui ressentent qu'elles sont des réincarnations, à l'image de ce que Stéphane Alix décrit dans son dernier livre Témoignages, lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Voilà donc, très schématiquement, des pistes de réflexion pour accréditer l'existence de connexions entre les consciences humaines, animales, végétales, voire minérales, car le pouvoir attribué à certains minéraux est présent dans la tête de beaucoup de gens, ont des pierres avec eux, parfois même dans leur poche ou leur porte-monnaie qui pensent-ils leur porte-bonheur, c'est peut-être vrai. Des connexions qui s'enchevêtrent de telle manière que les notions de passé, de futur, voire de présent ne semblent plus avoir le sens qu'on leur prête habituellement. Les découvertes liées à ces réalités jusque-là cachées à notre entendement incluent donc évidemment la probabilité très forte de l'existence d'autres formes de vie inexplorables avec nos moyens actuels, usuels, des formes de vie possédant des modes de communication et des outils technologiques dont l'existence même et le fonctionnement nous sont totalement étrangers, nous sont incompréhensibles pour le moment. Car notre civilisation progresse très vite dans le cheminement des connaissances liées aux lois qui gouvernent ce qu'on appelle la nature, faute de pouvoir identifier exactement ce qui se cache derrière ce vocable. Je voudrais ajouter qu'au-delà des enseignements qui ont envahi ma pensée au fur et à mesure de mes investigations, le livre piloté par Philippe Solal qui s'intitule « OVNI et conscience » m'a confirmé dans la certitude de voies de recherche incontournables pour se donner les moyens d'en connaître plus sur ce sujet que je trouve essentiel d'étudier pour mieux identifier quel sera le destin de l'humanité, tout simplement. Eh oui, je suis de ceux qui ont ardemment correspondu avec Philippe pour lui dire combien cette approche d'un grand universitaire français est novatrice, surtout dans notre pays, alors qu'aux États-Unis c'est fait déjà depuis longtemps, mais il semble là, on commence un petit peu à les rattraper et j'espère que cela va continuer. Bon, et je vais vous livrer ce qui constitue en fait la synthèse finale de toute cette activité. Je sais que j'arrive au bout d'un chemin personnel, à partir de mes propres investigations, méditations, réflexions consécutives, à l'itinéraire très difficile que j'ai dû emprunter, surtout les 3 dernières années. Ça va mieux maintenant, heureusement, et qui conduit et rejoint en fait ce que l'on redécouvre aujourd'hui, à savoir des enseignements très anciens, d'une philosophie disparue, ainsi que ce qui est contenu dans des traditions de pensée de l'Asie, et enfin ce qui surgit devant nos yeux avec les apports de ce que l'on peut appeler la nouvelle physique. Je n'oublie pas les fantastiques travaux de grands universitaires américains comme John Mack, Bud Hopkins, le médecin Roger Lair, des gens très courageux, maintenant tous disparus, mais qui laissent un trésor d'investigation et de résultats qui, à mon avis, marqueront à jamais
la très importante époque de transition que nous vivons actuellement. Comme vous le savez, cette transition revêt aujourd'hui de multiples aspects et j'en passe. Il s'agit d'un bouleversement majeur à tous les niveaux. Et ce bouleversement, à mon avis, va concerner progressivement toute la planète. Quand j'ai rédigé ça, je n'avais pas prévu ce qui allait arriver. Je vous ai parlé dans cet échange, dans cet épisode où j'ai pu expliquer un peu le sens de mes investigations, que j'essaye de donner à mes investigations. Je vous ai parlé de Philippe Solal et de son livre associé à 4 autres grosses écritures, dont un très grand physicien qui a des responsabilités importantes au CNRS, Philippe Guillemont. Et donc, j'ai dit, ça serait quand même intéressant que je communique à Philippe ce que j'ai écrit, ce dont je viens de partager avec vous, et puis voir ce qu'il en pense. J'ai rien à perdre, si c'est mauvais, ben, il me le dira. J'ai pas d'ego à défendre, je suis quelqu'un de très simple. Donc, je lui ai envoyé. Il m'a répondu très rapidement, et je vous lis ce qu'il m'a écrit. Merci Gérard pour cet envoi. Je viens de lire ton texte, et je le trouve passionnant. Pour moi, il n'y a pas de doute. La connexion des consciences dont tu parles correspond très exactement à ce que les philosophes Platon, Plotin, Leibniz, etc. nomment l'âme collective. C'est aussi de cette âme collective dont nous parlent les expérienceurs de NDE, c'est-à-dire une conscience unique à laquelle nous sommes tous rattachés, à notre insu, via notre moi conscient. Carl Jung l'appelait l'inconscient collectif, et d'autres auteurs l'âme du monde. À un certain niveau de vibration, nous sommes tous reliés. Voici ce que je lui ai répondu à mon cher Philippe Solal. Je te remercie pour ce retour ultra rapide et bien flatteur. Oui, j'écrivais que tu sais que la flatterie, ce n'est pas ce que je recherche, ce n'est pas, comme on dit, ma tasse de thé. Tout simplement, j'ai désiré suivre les traces de mon défunt père, qui se définissait et a pratiqué la littérature de bout en bout comme un artisan de l'écriture poétique et littéraire. Son nom d'écriture, c'était Robert Prade. Et toutes ses œuvres sont à la BNF, s'il vous plaît. J'ai désiré être cet artisan de l'ufologie, traçant son chemin à l'écart de toute influence directe des grands penseurs antiques, anciens ou contemporains. S'étant exprimé sur la nature de l'être dans toutes ses composantes. J'ai voulu extraire un enseignement à partir de mes investigations uniquement, un travail d'artisan. Et si ce que j'en retire rejoint tant soit peu des idées formulées par des autorités intellectuelles incontestées du passé, récemment ou contemporaines, je crois bien que je suis le premier étonné et comblé. Alors, vous venez de voir la couverture de Science et Vie, et cette couverture de Science et Vie, je l'ai vue dans la maison de la presse où j'achète régulièrement mon journal. Je l'ai vue alors que je venais de terminer la première mouture de cette synthèse. Encore une incroyable histoire de synchronicité. Et donc, toutes ces informations me conduisent à formuler dans une expression la plus épurée, la plus simple possible, le sens que je donne
à notre destinée pour le moment. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, par tous nos sens, tout n'est qu'apparence. Et le problème vient essentiellement de ce que nous sommes construits, nous, notre corps, nos sens, de manière à ce que nous ne puissions nous servir en conscience des seuls outils dont la nature nous a dotés. Et ces outils ne peuvent nous faire pénétrer que l'apparence des choses. Regardez, ne serait-ce que la lumière du soleil qui nous apparaît comme elle apparaît maintenant, et vous savez très bien que le moindre prisme la décompose en une multitude de couleurs, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. J'en passe et des meilleurs, entre les rayons X et le reste, qu'on ne perçoit pas avec nos sens. Notre problème se situe exactement à ce niveau, à savoir que nous n'avons aucun outil et nous construisons des choses, des objets d'observation et d'étude qui sont à la mesure de nos capacités d'analyse qui sont fort imparfaites, en fait. Notre problème, il est là. Ce sont de nouvelles explorations qui doivent se poursuivre avec de nouveaux outils. Ça a déjà commencé. Et c'est peut-être cela qui pourra nous guider de manière à pouvoir comprendre enfin la finalité de notre destinée.